abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Donc, l'urticaire, ça vient du latin urtica, c'est l'ortie. C'est une dermatose inflammatoire fréquente. Le diagnostic, il est facile. On voit la lésion, on dit que ce malade a de l'urticaire. L'interrogatoire et l'examen clinique peut être aigu, chronique ou récidivante. Lorsqu'on est devant une urticaire aiguë, c'est facile. Le diagnostic, il est facile. Même le diagnostic étiologique. Pourquoi? Parce qu'on va demander au malade, quels sont les aliments pris 2 à 3 heures auparavant. Par exemple, la femme, si elle a changé de coiffeuse, si elle a utilisé d'autres substances qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose de facile d'identifier l'allergène. Par contre, le problème se pose avec l'urticaire chronique et l'urticaire récidivante. Là, ça pose énormément de problèmes. Il faut savoir que même dans les consultations hyper spécialisées, c'est-à-dire qu'ils font que l'urticaire, on arrive à diagnostiquer entre 25 à 35% des malades. Donc c'est quelque chose de facile, de difficile, l'urticaire chronique. Les causes sont multiples, mais parfois elles sont intriquées. La suivante, les lésions associées, l'œdème, vasodilatation, puis discret infiltrat de lymphocytes et d'éosinophiles. Lorsque l'urticaire, c'est-à-dire que les lésions touchent le derme, on parle d'urticaire, et lorsque ça touche l'hypoderme, on parle d'œdème de Quincke. Et l'œdème de Quincke, c'est l'urgence allergologique. En allergologie, on a, c'est-à-dire que 3 à 4 urgences allergologiques. On a l'asthme, la crise d'asthme sévère, très sévère. On a l'œdème de Quincke. On a le choc anaphylactique et, entre parenthèses, la laryngite dyspnéisante. Dans certains cas, les lésions comportent une vascularite. Et là, on parle de vascularite urticarienne, c'est facile de les diagnostiquer. Le plus souvent, les lésions sont de petite taille et ça touche les membres inférieurs en symétrique et bilatéral. La suivante. Pour les médiateurs, c'est les mêmes médiateurs que les mécanismes IgE médiés. C'est-à-dire que le plus souvent, on a de l'histamine, le chef de file, et on a les autres médiateurs, les prostaglandines, le complément, l'acétylcholine, les leucotriènes. Et là, vous allez voir que maintenant, en 2009-2012, les antileucotriènes ont eu l'AMM dans le traitement de l'urticaire. La suivante. Pour les mécanismes, on a beaucoup de mécanismes. Les mécanismes immunologiques, c'est l'hypersensibilité de type anaphylactique, c'est surtout les GE, mais on peut avoir une hypersensibilité par activation du complément, surtout sous l'influence des anaphylactoxines. Et les anaphylactoxines, on a deux, le C3A et le C5A. Le plus important, c'est le C3A. La suivante. Mécanisme non immunologique. On a mécanisme cholinergique, la sueur, la transpiration, l'effort, l'action pharmacodynamique, l'activation non immunologique du complément et le déficit en inhibiteur de médiateurs. La suivante. On a eu beaucoup de malades comme ça. C'est des malades qui consomment en quantité importante un aliment bien précis. Par exemple, je donne l'exemple de la fraise. La fraise, c'est un aliment riche en histamine. Et ces malades vont faire de l'urticaire, mais c'est des urticaires histaminiques qui apparaissent et qui disparaissent. Et lorsqu'on fait l'enquête catégorielle, c'est-à-dire le semeunier des malades, c'est-à-dire qu'on leur donne
un papier, on va leur dire d'écrire tous les aliments qu'ils ont consommés. Et on va voir qu'ils consomment de façon excessive des aliments riches en histamine. Et on va leur dire que voilà, pendant un mois, vous arrêtez tel aliment et on va le recontrôler. Un mois après, on aura disparition de ces symptômes. Et donc, l'allergène incriminé, c'est-à-dire que le facteur incriminé, c'est les aliments riches en histamine. La suivante. Pour la clinique, vous voyez que l'éruption est formée d'éléments séparés qui ressemblent à des piqûres d'ortie, c'est des papules érythémateuses, dont le centre est parfois blanc opalin. Et dont les contours sont nets, leur taille, le nombre et l'extension sont variables. Le prurite est inaugural et important. Là, c'est le signe majeur, le prurite. Le prurite est le signe majeur dans les urticaires. D'autres aspects, les formes circinées, l'œdème de Quinn et les vascularites urticariennes doivent être suspectées et recherchées. La suivante. Pour les diagnostics étiologiques, on a dit qu'il y a deux. Il y a les urticaires aigus et les urticaires chroniques. Urticaire aigu, c'est facile. Là, souvent épisode unique et rapidement résolutif. Aucun examen complémentaire n'est demandé. On ne demande aucun examen complémentaire. On suspecte l'allergène ou la cause, on va la supprimer et tout entre dans l'ordre. Donc on ne va pas demander, par exemple, le bilan d'auto-immunité, les tests cutanés, les tests de provocation, les tests de contact, on ne va pas les demander. Tout régresse en quelques jours. L'interrogatoire recherchera un élément déclenchant dans les heures ayant précédé l'éruption. Les causes souvent évidentes, médicaments. Par exemple, il a pris du Bactrim et ça donne des réactions parfois sévères. Les bêta-lactamines, les piqûres d'insectes et l'hyménoptère le plus fréquemment rencontré, c'est l'abeille. Les aliments, la fraise, mais là, il faut penser à l'histaminolibération, mais on peut avoir des allergies vraies à la fraise. Les crustacés posent un sérieux problème. Les poissons. Il faut savoir que, par exemple, pour le poisson, les allergies sont fixes. C'est comme la moutarde. Ça donne des allergies fixes. Par contre, par exemple, la fraise, on peut faire de l'allergie 5-6 ans après disparition. Parfois, on mange un fruit pendant des années et des années, 50 ans, 60 ans, on va développer de l'allergie. La suivante. Les urticaires chroniques, c'est ça le problème. C'est les urticaires chroniques. Dans les urticaires chroniques, l'enquête étiologique est nécessaire. Et ça prend beaucoup de temps. Les urticaires physiques, le dermographisme que tout le monde connaît, il suffit seulement, on fait comme ça, on a des plaques. Sinon, on peut, c'est-à-dire pour les diagnostiquer, on prend une pointe mousse et, par exemple, une clé, on va la passer sur la peau et on aura des plaques de l'urticaire. C'est le dermographisme. L'urticaire retardé à la pression. L'urticaire au chaud, c'est l'urticaire de contact au point d'application, urticaire réflexe généralisé au chaud, urticaire au froid. C'est la même chose. Il y a des malades allergiques au froid. Et pour faire le diagnostic, on fait le test de glaçon. On prend un glaçon, on le dépose sur la peau, le plus souvent sur l'avant-bras. 5 minutes après, on a une papule très importante de l'urticaire. Urticaire solaire, rare, peut-être secondaire à un lupus érythémateux systémique. On l'enlève maintenant. On ne parle plus de LED, de disséminé, on parle de systémique. L'angioœdème vibratoire, rare et héréditaire, la suivante. Les urticaires de contact avec n'importe quel objet, quel aliment, par exemple l'épluchage.
à l'épluchage, on peut faire de l'urticaire. Lorsqu'on tousse par exemple l'ortie, on peut faire de l'urticaire. Les urticaires communes, les causes médicamenteuses, le plus souvent là, les bêta-lactamines en première position. Dans les bêta-lactamines, il y a les pénicillines, il y a les céphalosporines. Et lorsqu'on fait les tests allergologiques, on fait pour les deux. On fait pour les pénicillines et on fait pour les céphalosporines. L'aspirine, la suivante. Les causes alimentaires. Le plus souvent, l'alimentaire, c'est aigu. Le plus souvent, l'alimentaire, c'est aigu. Sauf lorsqu'on a des aliments masqués. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans les paquets sous forme de traces. Là, c'est difficile de faire le diagnostic. Donc, rarement, lorsqu'on a des aliments rarement consommés, par exemple les coquillages, dans des cérémonies, dans des fêtes ou des invitations, là, le diagnostic est facile. Fréquemment consommé, là, ça devient difficile. Le lait, il est fréquemment consommé, les œufs. Diagnostic très difficile, basé surtout sur les régimes d'exclusion et de réintroduction. Évitez les régimes d'exclusion. C'est-à-dire que le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On suspecte l'aliment, on va lui demander d'arrêter pendant 1 mois, 4 semaines, et on le revoit. S'il y a disparition, c'est l'aliment. S'il n'y a pas de disparition, on va rechercher un autre aliment. Les causes infectieuses, les foyers bactériens, les parasitoses digestives, sont responsables parfois d'urticaire, la suivante. Les causes respiratoires, les pneumoallergènes, c'est surtout orienté par l'atopie, la notion d'atopie familiale ou personnelle et les tests cutanés qui sont positifs. Les causes psychiques, c'est rare. C'est un diagnostic d'exclusion. On doit éliminer toutes les causes qui peuvent entraîner de l'urticaire avant de dire que c'est psychique. Et l'urticaire idiopathique, vous voyez que fréquent pour les urticaires, surtout les chroniques, dans 30 à 70% des cas. On a dit que des centres hyper spécialisés n'arrivent à diagnostiquer que 25 à 35% de cas. La suivante. Pour la prise en charge, il y a beaucoup de recommandations. Sur la prise en charge de l'urticaire, la suivante. Et si on a de l'urticaire, on va donner un antihistaminique non sédatif de 2e génération. 2 à 4 semaines après. S'il y a contrôle, c'est bon. S'il n'y a pas contrôle, on va multiplier cette dose par 4. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? On donne un antihistaminique de 2e génération. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on va rajouter un antihistaminique de 1re génération. Le matin, on donne un antihistaminique de 2e génération et le soir, on donne un antihistaminique de 1re génération, sédatif. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on va augmenter la dose de l'antihistaminique de 2e génération. Et là, dans les recommandations, on peut changer le traitement. Et là, maintenant, on introduit les antileucotriènes dans la prise en charge de l'urticaire. Mais il n'y a pas que ces médicaments. La suivante. Les antileucotriènes, vous voyez, les publications les ont proposées, indication ORMM. Maintenant, les antileucotriènes ont l'AMM. Il y a, par exemple, les corticoïdes, on peut les donner, mais c'est très rare, ponctuellement, en cure courte. On peut donner les antipaludiens de synthèse, on peut donner le méthotrexate. Donc, il y a des guidelines, il y a des recommandations pour donner l'ensemble de ces médicaments. La suivante. Si vous avez des malades qui ont de l'urticaire, commencez par un antihistaminique de 2e génération. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on peut rajouter un 2e antihistaminique de 2e génération. Si ça ne marche pas, on peut rajouter un 3e antihistaminique de 2e génération. Le problème qui se pose, c'est l'antihistaminique et la femme enceinte ou allaitante. Et là, vous gardez
cette référence, le centre de référence sur les agents tératogènes. Par exemple, vous voulez voir, par exemple, le Bactrim. N'importe quel médicament, est-ce qu'on peut le prescrire chez la femme enceinte ou pas? On l'inscrit ici, on clique et on a les résultats. Par exemple, pour les antihistaminiques, vous voyez, j'ai tiré cette plaque. Les antihistaminiques H1 suivants sont utilisables, quel que soit le terme de la grossesse et en cours d'allaitement. On a la cétirizine, on a la desloratadine, on a la fixofenadine, on a la lévocétirizine et on a la loratadine. Et tous ces médicaments, à l'exception de la lévocétirizine, sont commercialisés en Algérie. Les données publiées chez les femmes enceintes exposées à ces antihistaminiques en cours de grossesse sont très nombreuses et rassurantes. La suivante, en conclusion, la recherche des causes et la conduite du traitement d'une urticaire nécessite la prise en charge intégrale du patient. C'est un bel exemple de médecine globale, la maladie, le malade et son environnement.